Radio Pays. Bonjour Kylian, bonjour à tous. Comment mieux régler les besoins du territoire en matière de logement? C'est la question à laquelle ont tenté de répondre hier les participants à la deuxième conférence intercommunale de l'habitat. On fait le point sur ce sujet en début de journal. Mardi 1er décembre, c'était hier la journée mondiale de lutte contre le VIH, un sujet particulièrement important en Guyane qui est proportionnellement le territoire français le plus touché par le virus. Reportage à suivre avec l'association Entraide. Programme également de ce journal les vaccins contre la Covid-19 qui font beaucoup de bruit. Le député Gabriel Serville a questionné hier le ministre de la Santé à l'Assemblée nationale pour que les habitants des Outre-mer ne servent pas, a-t-il dit, de cobayes. Enfin, direction Apatou, direction le collège d'Apatou plus précisément, où un jeune collégien a remporté un prix au concours de la bande dessinée d'Angoulême grâce à une BD qui raconte l'histoire du marronnier. Vous l'entendrez, c'est le journal de 8h de la rédaction de Radio Pays. Bonjour à tous. 57 minutes encore à passer ensemble ce matin, une fois n'est pas coutume, avec Jacques Andrieux, notre invité dès 8h20 dans le supplément pays. Nous parlerons à chaud des assises de l'agriculture qui se sont terminées en début de semaine. Nous reviendrons avec lui des orientations des filières agricoles de Guyane. Vous le savez, c'est un projet, une discussion très importante qui a lieu avec notamment les différents partenaires, les agriculteurs, mais aussi les différents institutionnels. Et nous en parlerons avec Jacques Andrieux, notre invité dans le supplément, tout comme avec vous. Vous serez les bienvenus comme d'habitude au 05 94 25 76 25 et puis notamment sur le Facebook Live de Radio Pays. Mais pour l'instant, à 8h03, nous nous intéressons au nouveau bureau de la CACL qui s'attaque au problème du logement. Oui, CACL, mais également bailleurs sociaux, élus municipaux. Ils participaient hier à la deuxième conférence intercommunale de l'habitat. En Guyane, ce n'est pas une nouveauté. Il manque près de 14 000 logements pour combler les besoins, en particulier dans l'ouest et sur le territoire de la CACL. Élus et bailleurs sociaux ont présenté les problèmes et les objectifs des prochaines années. En matière de logement, c'est une question de vitesse, mais l'offre n'arrive jamais à rattraper la demande. C'est le premier constat que fait le président de la CACL, Serge Smoke. Selon les études, on aura besoin de 4 000 logements entre 4 000 et 5 000 logements par an pendant 10 ans pour régler le problème. Je vous signale qu'on est aujourd'hui à peu près entre 750 et 800 logements, donc le delta est considérable. Un seul moyen, plaide le président, adapter les critères d'attribution des logements sociaux. Mais construire pour construire, cela ne sert à rien. Il faut que l'aménagement public suive, rappelle le premier vice-président Gilles Adelson. Cette planification va nous permettre justement d'arrêter toutes les erreurs que nous avons faites en termes d'opportunités foncières, qui ont permis donc de construire, effectivement, d'apporter une certaine réponse, mais qui maintenant amènent une certaine problématique, que ce soit en termes de déplacement ou de qualité de vie dans certains quartiers. Toutes les communes ne sont pas à égalité par rapport à la pression locative, mais aussi au nombre de logements sociaux. La ville de Cayenne, à elle seule, concentre 52,6% du parc de logements sociaux sur l'ensemble de la CACL, suivi de loin par Macouria avec 17,3%. C'est Roura qui ferme la marche avec 0,8%. Cela dépend aussi de la politique menée par le maire en fonction, c'est ce qu'explique Jean-Jacques Stoche, le directeur général de la CIGI et de la CIMCO, qui promet 6 000 logements sur le territoire de la CACL lors des 10 prochaines années. Ce sera donc en collaboration étroite évidemment donc avec les édiles, de façon donc à définir aussi avec eux donc la politique de développement et de présence de logements sociaux, puisque c'est principalement en fait notre action sur le territoire des différentes communes de la CACL. Autre problème, le vieillissement du parc de logements sociaux qu'il faut en partie réhabiliter. Nous allons mener donc des efforts conséquents donc d'entretien, de remise à niveau donc du patrimoine, puisque nous allons sur la même période de 10 ans investir 5 millions d'euros tous les ans en fait au titre de la réhabilitation du patrimoine de la CIGI. Sur la CIMCO, donc, c'est de l'ordre de 4 millions d'euros donc, tous les ans, là aussi sur la période de 10 ans. Quant à la SEM-Samar, l'autre bailleur social présent en Guyane, elle promet la réhabilitation de plus de 440 logements à Concorde Sud et 87 logements neufs à Concorde Nord pour l'an prochain. Les précisions de Florian Royer. Nous parlons également ce matin du maire de Roura qui a été placé en garde à vue hier. Une information confirmée par le procureur de la République. Jean-Claude Labrador, maire de Roura et 8e vice-président de la CTG, a été entendu pour fourniture frauduleuse de documents administratifs et obtention frauduleuse de documents administratifs. Selon le procureur de la République Samuel Finiels, Jean-Claude Labrador était toujours en garde à vue hier en fin d'après-midi. On poursuit en faisant le point sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en Guyane. 36 nouveaux cas ont été déclarés positifs hier sur 492 tests réalisés. 14 patients sont hospitalisés, dont un en réanimation. Depuis le début de l'épidémie, 11 240 personnes ont contracté le virus sur le territoire. On dénombre toujours 70 décès liés au virus.
Et justement, on parle des vaccins, Victor, contre la Covid-19. Oui, le député Gabriel Serville a questionné le gouvernement hier à l'Assemblée nationale. Il s'inquiétait que les habitants des Outre-mer ne servent de cobayes pour la campagne de vaccination. Le député a été rassuré par Olivier Véran. Le ministre de la Santé a assuré que les vaccins seraient délivrés partout sur le territoire national, en même temps et dans les mêmes conditions. Mais ce n'est pas encore pour tout de suite. Les services de santé doivent d'abord s'organiser pour recevoir les premières doses. Une organisation logistique que nous explique Clara Debord, la directrice générale de l'ARS Guyane. Le premier vaccin qui sera sur le marché, c'est le vaccin Pfizer, qui effectivement est un vaccin qui nécessite une conservation à moins 72 degrés. Ensuite, une fois que vous le sortez, vous pouvez le mettre dans un frigo plus simple pendant quelques jours seulement. Les congélateurs exceptionnels dont nous avons besoin sont en cours d'acquisition par l'État et la Guyane pourra bénéficier de ces équipements pour pouvoir bien sûr conserver le vaccin dans les bonnes conditions. Mais bien sûr, le vaccin Pfizer dont on parle, c'est pas un vaccin qu'on va distribuer par les médecins généralistes, en CDPS ou en Campou ou je ne sais pas, par l'infirmière libérale. Pas du tout. Ce vaccin-là, compte tenu des conditions de conservation très spécifiques et du fait qu'il doit toucher les professionnels de santé et les personnes fragiles, il sera d'abord et en premier lieu distribué à l'hôpital, là où justement les conditions de sécurité logistique sont les plus garanties. Clara Debord, la directrice générale de l'ARS en Guyane. Il est 8h08, nous revenons sur la journée d'hier, celle du mardi 1er décembre, qui était également synonyme de lutte contre le VIH. Et oui, la journée mondiale de lutte contre le sida, une journée importante en Guyane, puisque selon des chiffres de 2017, nous sommes le département le plus touché de France. Pour 100 000 habitants, il y a en moyenne plus de 6 personnes atteintes. Ce mardi était donc l'occasion pour les associations de se mobiliser. L'association Entraide, par exemple, établie à Cayenne, a organisé une journée d'aide exceptionnelle de tests ce mardi en toute l'année. Ces bénévoles et employés sillonnent la Guyane car le dépistage reste l'un des principaux remèdes efficaces pour lutter contre la propagation de l'épidémie. On va écouter Coralie Villard, elle est responsable prévention de l'association. On prend juste une petite goutte de sang au bout du doigt comme le test de glycémie. On le mélange avec des réactifs et ça nous donne le résultat de la sérologie. Alors le résultat prend à peu près 1 à 2 minutes. Seulement, en fait, l'entretien, il y a tout un entretien où on va discuter avec la personne pour voir si elle a pris des risques ou non par rapport au VIH. Donc en globalité, on va dire dans l'ensemble, le test dure à peu près 15 minutes. Vraiment, notre objectif, c'est vraiment l'aller vers. On s'est rendu compte que les personnes, même si nous, on est présents tout le long de l'année dans notre association, que les gens ont du mal à venir vers nous. Donc nous, on va vers eux. Donc on va faire appel, souvent c'est des structures qui font appel à nous pour intervenir, mais sinon on se propose aussi d'intervenir, que ce soit dans certains quartiers, certaines associations, qu'elles soient culturelles, sportives, peu importe, on peut intervenir vraiment dans tout type de structure. Oui. Coralie Villard, responsable prévention de l'association Entraide. On parle aussi de cet homme de 69 ans qui a été agressé à Kourou. Oui, les faits remontent au dimanche 29 novembre alors qu'il se trouvait chez lui. Un homme s'est fait frapper par 2 personnes et s'est fait voler une somme d'argent. Les investigations ont permis d'identifier une femme âgée de 33 ans. Placée en garde à vue, elle a été déférée devant le procureur de la République hier en vue d'être jugée en comparution immédiate pour des faits d'extorsion avec violence. 8h10, la 4e fut la bonne pour Soyouz qui a enfin décollé hier soir. Et oui, après 3 reports, pour rappel, le lancement initial était prévu samedi. La fusée a décollé de Kourou hier et transporté le Falcon Eye 2, un satellite d'observation pour les Émirats Arabes Unis. Pour rappel, le Falcon Eye 1 avait été perdu l'année dernière suite à l'échec du lanceur Vega en juillet 2019. Bonne nouvelle également pour les amateurs de dessin. Il faudra compter avec un jeune prodige de 13 ans et qui a déjà un joli coup de crayon. Il s'appelle Saviento Jasseni. Il est en 4e à Apatou et c'est un petit peu la star de son collège. L'an dernier, il a décroché le 3e prix du concours de la bande dessinée d'Angoulême organisé dans le cadre du festival mondialement connu. Un prix obtenu avec une planche de 2 pages qui raconte un pan de l'histoire du Maroni. Saviento participe à un atelier mis en place dans son collège à Apatou dans lequel les élèves se donnent pour objectif de produire une BD à la fin de l'année. Pas un bruit, ou presque, dans la salle d'art plastique. Les 2 enseignants passent de table en table pour dispenser des conseils aux 6 élèves de l'atelier. C'est vrai qu'on dirait un peu des chaussettes, mais n'empêche que ça va. Exercice du jour, la consigne, avec Jérémy Hérault, professeur d'art plastique. Travail de personnage sous différents angles, approfondir le personnage et essayer de le représenter sous un maximum d'angles possible aussi pour être préparé à faire une bande dessinée à partir de ce personnage. Et en matière de BD, un des élèves du groupe a déjà une bonne expérience. Saviento Jasseni, gagnant d'un 3e prix au concours de la bande dessinée scolaire à Angoulême l'an dernier. C'est grâce à Monsieur Lévis qu'on est allé à Saint-Laurent et qu'on a envoyé le dessin
à Angoulême. Et après, M. Lévis m'a appelé et m'a dit que j'ai reçu la 3e place. Je me suis senti heureux parce que ma mère m'avait dit que je savais bien dessiner, elle m'a encouragé. Monsieur Lévis, c'est Mathurin Lévis, le CPE du collège Mahaillé, qui est en quelque sorte le découvreur du talent de Saviento. On l'a sollicité au début à plusieurs reprises pour des productions internes au collège. On lui a demandé de dessiner l'affiche du cross du collège, ce genre de choses. Et puis en discutant avec les professeurs d'art plastique, on s'est dit qu'on pouvait l'emmener encore plus loin, lui proposer autre chose. L'année dernière, donc en passage en 5e, on lui a proposé de participer au concours de la bande dessinée d'Angoulême, la bande dessinée scolaire d'Angoulême. Et voilà comment on est arrivé à ce qu'il participe à ce concours et qu'il fasse une production à ce concours. Pour cette production qui l'a distingué, Saviento a puisé son inspiration directement dans l'histoire du Maroni, celle de l'esclavage et de la relation entre la Guyane française et la Guyane hollandaise à l'époque. Le titre, c'est Le chemin de la liberté et le personnage principal s'appelle Chéni. Je me suis inspiré de mon nom. Il voulait être libre et devenir indépendant. Lui, avec ses camarades, ils se sont évadés pour aller en Guyane parce qu'ils étaient en Suriname. Et son professeur, Jérémy Hérault, ne tarit pas d'éloges sur le travail de son élève. Pour une première production d'un élève aussi jeune, il y a très peu de choses à redire, autant au niveau du dessin que de l'écriture scénaristique, de la construction de la planche et du découpage. On est sur un bon niveau de bande dessinée. Mais le dessin n'est pas la seule occupation de Saviento. Une fois le collège fini, il enfile crampons et maillot pour passer en mode footballeur. Pour la suite, il se destine au métier de professeur d'art plastique. Un reportage de Florian Royer. Et si vous voulez voir le travail de Saviento et voir ses dessins, rendez-vous sur la page Facebook de Radio Pays. Vous y découvrirez la version vidéo du reportage signé quant à lui Clément